Nous sommes le mardi 14 mai, bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de cette édition. La France a rendu hommage aux 2 soldats tués en libérant des otages au Burkina Faso, cérémonie solennelle aux Invalides présidée par Emmanuel Macron. Il y a un an, Donald Trump décidait de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Décryptage des conséquences de cette prise de position dans ce journal. Et puis de nouveaux ennuis judiciaires pour Monsanto. La justice américaine a condamné le géant des pesticides à payer 2 milliards de dollars à un couple atteint d'un lymphome. Nous parlerons aussi de cinéma. Cannes s'illumine ce soir avec le coup d'envoi du 72e Festival international du film. On vous dira tout sur les films en compétition. L'émotion était très vive ce matin dans la cour des Invalides à Paris. La France a rendu un hommage national aux 2 soldats tués lors d'une mission à haut risque au Burkina Faso pour libérer 2 touristes français. Emmanuel Macron a salué le sacrifice suprême de 2 héros. Raphaël Tavernier. Les cercueils des premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello portés par leurs frères d'armes jusque dans la cour d'honneur des Invalides. Un hommage national a été rendu ce mardi matin aux 2 officiers mariniers tués le 10 mai dernier en libérant des otages au Burkina Faso. Des soldats morts en héros, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une allocution devant les familles des militaires, des membres du gouvernement et les 3 corps de l'armée. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, vous qui vous êtes entraînés ensemble, vous qui avez combattu ensemble, vous que la mort à jamais a uni. Voyez la nation rassemblée dans cette cour des Invalides pour rendre l'hommage que vous méritez. Si nous sommes réunis aujourd'hui devant vos dépouilles drapées des couleurs de la France, c'est pour nous incliner devant la douleur digne de vos familles. Le chef de l'État a ensuite fait les 2 soldats chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume. Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi chez lui en Haute-Savoie. Celles de Cédric de Pierrepont se dérouleront mercredi après-midi dans le Morbihan. Il y a un an, Donald Trump rompait avec des décennies de diplomatie américaine au Proche-Orient en transférant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Pour en parler, je reçois Elisabeth Marteux, politologue et spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Ce transfert avait fait grand bruit et il s'était traduit par un bain de sang dans la bande de Gaza. Un an après, quel impact a eu cette décision dans la région ? Alors l'impact, il est multiple. Il y a d'abord eu effectivement, comme vous l'avez dit, un impact sur le terrain, c'est-à-dire un conflit avec Gaza lors de la grande marche du retour qui a fait plus de 190 morts. Donc on va dire que ça a d'abord nourri les tensions au sein de la population palestinienne. Ça a également attisé la haine contre Israël et contre les États-Unis, avec des actes de violence dans les manifestations dirigées contre Israël et contre son soutien américain. Et puis ça a aussi irrité les partis arabes, notamment les soutiens traditionnels de la cause palestinienne, mais y compris jusque dans le Golfe. C'est vrai qu'on parle parfois d'un rapprochement entre Israël, les pays du Golfe et les États-Unis autour de la question iranienne, mais cette question de Jérusalem a beaucoup irrité les partenaires golfiens parce que ça les met dans l'embarras et que potentiellement c'est dangereux pour la stabilité des pays arabes. L'administration Trump doit présenter début juin son plan pour régler le conflit israélo-palestinien. Mais la prise de position du président américain est-elle un frein supplémentaire pour engager un processus de paix ? Oui, c'est un frein supplémentaire et de toute façon, ce qu'on en connaît pour l'instant de ce fameux plan de paix, c'est un plan qui n'est pas dirigé pour faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est un plan qui est dirigé pour régler le problème palestinien. Donc c'est un plan qui visiblement sera uniquement dans l'intérêt des Israéliens, en tout cas pour ce qu'il en est et ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc dans la mesure où les Palestiniens ont dit très vite, et Mahmoud Abbas l'a dit très vite après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, que les États-Unis n'étaient plus un médiateur dans le conflit israélo-palestinien, il est d'abord peu probable que le plan annoncé par les Américains satisfasse les Palestiniens et il est quasiment sûr que l'autorité palestinienne rejettera de toute façon le plan américain.
Alors côté palestinien, on estime que les relations avec les États-Unis connaissent la pire période de leur histoire. Faudra-t-il attendre la fin du mandat de Donald Trump pour envisager une amélioration d'après vous ? Oui, très probablement. Il est quasiment certain qu'avec l'actuelle administration américaine, donc avec la présidence Trump et puis avec ses conseillers, notamment Jared Kushner et puis Jason Greenblatt, il y a peu de choses à attendre pour les Palestiniens et la relation va rester très tendue. C'est en réalité une relation unilatérale de confiance entre les Israéliens et les Américains. Il n'y a pas de relation avec les Palestiniens. Même le plan Trump est présenté côté israélien, il est négocié également avec les pays arabes qui pourraient soutenir ce plan, mais il n'est pas discuté avec les Palestiniens. Donc on voit bien, les Palestiniens sont totalement en dehors des discussions. Et c'est un objectif qui est poursuivi par l'administration Trump de marginaliser la question palestinienne, marginaliser l'autorité palestinienne pour les forcer à accepter une proposition, et quelle qu'elle soit, et même si ce n'est pas une proposition de paix. Elisabeth Marteux, un grand merci pour votre éclairage. Merci à vous. À l'étranger toujours, direction le Sri Lanka. Un couvre-feu a été rétabli après des émeutes anti-musulmanes qui ont fait au moins un mort. 3 semaines après les attentats de Pâques dans des églises et des hôtels de luxe, le pays reste sous tension. Sandrine de... Des émeutes ont éclaté au Sri Lanka dans plusieurs endroits du pays, sous tension depuis le carnage des attentats de Pâques. Ici à Kurunegala, environ 90 km au nord-est de la capitale Colombo, la police a arrêté un groupe d'hommes qui a attaqué des commerces tenus par des musulmans. C'était lundi matin, témoignage d'un commerçant. Ils sont venus avec une épée et ont essayé de m'attaquer. Environ 15 personnes ont débarqué dans 3 ou 4 taxis et elles ont menacé de me tuer. J'ai fui par la porte de derrière. Le même groupe a attaqué l'épicerie de mon frère. Ce lundi aussi, dans le district de Puttalam, au nord-ouest du pays, un musulman de 45 ans a été lynché à mort par des groupes chrétiens. Le 21 avril, 258 personnes ont été tuées dans des attaques suicides commises dans 3 églises et 3 hôtels, attentats revendiqués par État islamique. Un couvre-feu a été imposé dans tout le Sri Lanka et les réseaux sociaux ont été bloqués afin d'empêcher qu'ils soient utilisés pour attiser les tensions interreligieuses. Le Sri Lanka, pays à majorité bouddhiste, compte environ 10% de musulmans et 7,6% de chrétiens. Venons-en à cette nouvelle condamnation pour le géant américain des pesticides, Monsanto. La firme vient d'être condamnée à verser 2 milliards de dollars à un couple atteint d'un lymphome. Le récit de Julien Pavie. Nouveau revers judiciaire pour Monsanto aux États-Unis. Le géant des pesticides racheté par Bayer a été condamné par un tribunal californien à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer. Pointé du doigt par les plaignants, l'herbicide Roundup commercialisé par Monsanto que le couple utilisait régulièrement. Al a été diagnostiqué d'un lymphome non hodgkinien en 2011. Mais avec sa femme, ils ont continué à utiliser le Roundup parce qu'ils ne savaient pas pourquoi il était malade. Son épouse, Alberta, a eu à son tour un lymphome non hodgkinien en 2015. Ils n'ont compris que l'année suivante, par le biais d'un avocat, qu'il pouvait y avoir un lien. Monsanto essuie ainsi un 3e revers judiciaire majeur en peu de temps aux États-Unis. Son propriétaire, l'allemand Bayer, soutient qu'aucune étude n'a prouvé à ce stade la dangerosité du glyphosate, la substance active du Roundup. Pour le Centre international de recherche sur le cancer, le glyphosate est probablement cancérigène. Vous faites peut-être partie du 1,5 milliard de personnes qui utilisent la messagerie WhatsApp. L'application a été victime d'une sérieuse faille de sécurité. Des pirates informatiques ont réussi à introduire un logiciel espion sur des téléphones. Les explications d'Olivier Péguy. L'application de messagerie WhatsApp est victime d'un sérieux problème de sécurité. Des pirates informatiques ont réussi à installer un logiciel espion sur des téléphones portables en passant par WhatsApp, plus précisément en profitant d'une faille sécuritaire dans l'application. Autrement dit, des inconnus parviennent à accéder à tout le contenu des appareils sur lesquels WhatsApp est installé. C'est embêtant quand on sait que l'application est utilisée par 1,5 milliard de personnes dans le monde. On ne sait pas qui précisément est ciblé, mais on sait que les logiciels espions ont été retrouvés sur les téléphones appartenant à des avocats spécialisés dans les droits de l'homme et à des journalistes. Je vous laisse imaginer pourquoi on veut cibler ces personnes-là. Le problème, c'est que ces logiciels, une fois installés, il est très difficile de contrôler qui y a réellement accès.
WhatsApp a invité tous ses utilisateurs à télécharger sa dernière mise à jour censée apporter une protection. En tout cas, cela tombe mal pour cette messagerie qui avait bâti sa réputation sur la sécurité. C'est aussi par ricochet un mauvais coup pour la maison mère de WhatsApp, Facebook, déjà touchée par plusieurs affaires de partage de données personnelles. On parle maintenant d'écologie avec la visite en France du chef indigène Raoni, fervent défenseur de la forêt amazonienne. Il a entamé une tournée de 3 semaines en Europe pour collecter des fonds pour protéger une réserve du Brésil. Première étape en France. Grand défenseur de l'Amazonie, le chef indigène brésilien Raoni a entamé sa tournée de 3 semaines en Europe en commençant par Paris et une rencontre avec François de Rugy, ministre de l'Environnement et de la Transition énergétique. Il est venu alerter sur la déforestation de l'Amazonie et tenter de collecter 1 million d'euros pour la protection de la réserve de Xingu. Raoni doit aussi rencontrer Emmanuel Macron. Au ministre de l'Environnement, il a offert un bâton traditionnel pour assommer ses ennemis, a plaisanté le chef indigène. Cette tournée est d'autant plus importante que Jair Bolsonaro, président du Brésil depuis janvier, veut en finir avec l'activisme écologique. Fin avril, des milliers de personnes, représentant plus de 300 tribus, avaient campé pendant 3 jours à Brasilia pour protester contre la politique de Bolsonaro qui menace leurs réserves. Raoni doit se rendre ensuite en Belgique, au Luxembourg, à Monaco, en Italie, au Vatican, où un entretien est prévu avec le pape François. La déforestation qui avait baissé de manière spectaculaire en Amazonie de 2004 à 2012 est repartie de plus belle en janvier, d'après l'ONG Amazon. Ça ne vous aura pas échappé, la Coupe du Monde de football féminin aura lieu cette année en France, dans un peu moins d'1 mois. Le trophée a été dévoilé aujourd'hui. Pierre Michel. La Coupe du Monde de football féminin a rejoint sa consoeur masculine sur le territoire français. Pas encore au palmarès de la FFF. Présentée par Etty, la fille du mythique Footix, le trophée fera le tour des 9 villes hôtes du mondial, qui débutera dans un peu moins d'1 mois. Le périple s'achèvera à Lyon pour la finale, le 7 juillet prochain. On a la chance d'avoir un public étranger qui se mobilise. On parle évidemment de la population américaine qui va se déplacer en masse en France, mais pas que. On a les Hollandais qui se déplacent en masse. On a notamment un match à Valenciennes qui est à guichet fermé où on nous annonce plus de 13 000 supporters néerlandais. On a aussi une forte communauté anglo-saxonne qui va être présente sur le territoire. Donc c'est une Coupe du Monde. Là où on estimait en 2014 qu'on remplirait les stades avec 90% d'un public français, on se rend compte aujourd'hui qu'on a plus de 40% des gens qui viennent de l'étranger. L'équipe de France prépare activement sa Coupe du Monde depuis l'officialisation de la liste des 23 le 2 mai. Les Bleus, que les observateurs désignent comme les favoris du tournoi, ont entamé leur préparation en Bretagne. Objectif, première étoile, comme les garçons, il y a plus de 20 ans. Et puis à Cannes, ce soir, c'est l'effervescence. Le Festival international du film ouvre ses portes. Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection de cette 72e édition avec Guillaume Petit. Qui remportera la Palme d'Or du Festival de Cannes 2019 ? 21 films sont en compétition et cette année, les grands habitués sont de retour. Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach, les frères Dardenne, Xavier Dolan ou encore Abdelatif Kechiche. Leurs films sélectionnés pour la Palme sont désormais entre les mains du jury présidé cette année par le réalisateur et producteur mexicain Alejandro González Iñárritu. Dans tout ça, une femme quand même, la réalisatrice Nadine Lebaki, récompensée l'an dernier pour son film Capharnaüm. Elle présidera le jury de la catégorie Un certain regard. Au programme de la sélection pour la Palme d'Or, donc, des zombies avec The Dead Don't Die, une comédie américaine avec Bill Murray, Tilda Swinton et la chanteuse Selena Gomez, tous réunis dans la localité de Centerville, au milieu des morts vivants, venus hanter les habitants. Dans un autre registre, un retour dans le passé qui résonne avec le présent. Dans Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino nous plonge dans l'univers de la fin des années 60 en pleine libération sexuelle. Leonardo DiCaprio incarne une star du western oublié, Brad Pitt sa doublure, prêt à tout pour revenir sur le devant de la scène. Également de retour, le duo Pedro Almodovar et Antonio Banderas, qui incarne un double du réalisateur espagnol dans le film Douleur et gloire, à l'image du CV cannois d'Almodovar. De nombreuses récompenses, mais jamais une seule palme d'or. En parlant de récompenses, en voici une qui ne fait pas l'unanimité. Cette palme d'honneur qui sera décernée à l'acteur français Alain Delon dimanche. Une association féministe américaine a notamment lancé une pétition reprochant à l'acteur ses positions, je cite, racistes, homophobes et misogynes.
Son nom vient donc s'ajouter à la liste des personnalités décorées depuis 1997. Woody Allen, Clint Eastwood, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda ou encore Agnès Varda. Il faut visiblement de tout pour faire un festival de Cannes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très bonne soirée, à demain.